Il n'y a rien d'anormal avec cet avion, mais il s'est tout de même retrouvé incliné à 115 degrés et les pilotes luttent pour reprendre le contrôle de l'appareil afin de sauver leur vie. Dehors, il fait nuit et la tempête fait rage, mais la météo n'est pas la cause de cette perte de contrôle. Restez avec nous. Le vol Kenya Airways 507 était un vol régulier de passagers prévu dans la soirée du 4 mai 2007 et il était divisé en deux étapes. Le premier vol était prévu au départ d'Abidjan en Côte d'Ivoire à destination de Douala au Cameroun. L'équipage faisait une brève escale pour ravitailler et embarquer de nouveaux passagers avant de continuer vers Nairobi au Kenya. Les vols devaient être effectués en soirée et en début de nuit avec un départ prévu à 18h30 depuis Abidjan et une arrivée finale à Nairobi aux alentours de 3h du matin, ce qui en faisait potentiellement une combinaison de vols assez fatigante à réaliser. Le commandant de bord du vol était un Kenyan de 52 ans qui pilotait depuis plus de 16 ans au moment de l'accident. Il totalisait un peu moins de 8700 heures de vol, dont 3464 en tant que commandant de bord. La majorité de cette expérience avait été acquise sur le Boeing 737, qui était l'appareil qu'ils allaient utiliser pour ce vol. Le copilote était un Kenyan de 23 ans avec nettement moins d'expérience. Il avait accumulé environ 800 heures de vol au total, dont environ 200 sur le 737, ce qui faisait de lui un pilote de ligne très débutant. Les personnalités de ces deux pilotes seront cruciales dans cette histoire. Il est donc utile d'en parler davantage avant de poursuivre. Le commandant de bord avait un parcours de formation assez mouvementé. Lors de sa formation de commandant en 2002, plusieurs instructeurs ont noté des insuffisances de performance, dont une mauvaise gestion des ressources de l'équipage, une mauvaise application des procédures opérationnelles standards, des balayages du cockpit limités et un manque général de conscience de la situation. Maintenant, ce qui m'a vraiment marqué dans ces dossiers de formation, c'est que même s'il avait démontré des compétences correctes en pilotage, c'est-à-dire au niveau du manche à balai et des palonniers, sa personnalité laissait transparaître une certaine arrogance. Qu'il était autoritaire envers ses copilotes et qu'il montrait une discipline de vol insuffisante, ce qui affectait ses balayages visuels et au final sa conscience de la situation. Ce sont des problèmes assez sérieux, mais évidemment, tout l'intérêt de participer à un programme de formation est de s'entraîner et d'améliorer les points relevés, et c'est exactement ce que Kenya Airways a fait. À la fin de sa formation de passage commandant, il avait été recommandé pour son contrôle final en ligne, qu'il n'a pas réussi en raison de problèmes similaires à ceux observés pendant sa formation. Mais il a ensuite été programmé pour une nouvelle vérification qu'il a finalement réussi à passer. Après cela, plusieurs contrôles en ligne et contrôles récurrents sur simulateur au sein de la compagnie aérienne ont suivi un schéma similaire, avec des problèmes que la compagnie a alors pris en charge et pour lesquels elle l'a formé à nouveau jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau suffisant avant de le laisser retourner en ligne. Finalement, cependant, le chef de la formation l'a contacté après un mauvais résultat au simulateur en août 2006 et lui a dit que ses performances étaient en cours d'examen. La compagnie aérienne devait déterminer si ces défaillances venaient de le relâchement ou de l'incompétence. D'ailleurs, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voulez entendre de la part d'un employeur. Cela dit, il convient également de noter que plusieurs de ses collègues ont effectivement déclaré qu'en général, il était perçu comme un type plutôt sympathique. Cela signifiait que la compagnie aérienne le surveillait, mais tant qu'il réussissait les contrôles, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il avait été jugé en dessous de la moyenne, mais à un niveau acceptable, et lors de son dernier contrôle en simulateur avant ce vol, il l'avait réussi sans aucun commentaire négatif de l'examinateur. En tant qu'instructeur, j'ai constaté qu'il est généralement très difficile de faire quoi que ce soit face à une mauvaise attitude. Et cela s'explique par le fait qu'une mauvaise attitude inclut souvent un sentiment que tout lui est dû et un manque d'autocritique. Et si vous pensez que vous ne faites rien de mal ou que vous rejetez la faute sur les autres pour vos échecs, eh bien, vous ne chercherez jamais à vous améliorer. C'est pourquoi l'autocritique est une compétence cruciale. Cela nous amène au copilote. Il était au tout début de sa carrière, mais il avait lui aussi un parcours de formation loin d'être irréprochable. Il avait raté son test initial de radiotéléphonie et celui de compétences IFR durant sa formation. De plus, lors de sa dernière vérification en simulateur début 2007, son instructeur avait noté que, bien que le niveau général soit satisfaisant, il devait surveiller de près les erreurs du pilote aux commandes, les signaler et contrôler les performances du pilote automatique.
Ici, il est important de souligner que les remarques concernant le fait de signaler les écarts sont des retours très courants pour les nouveaux copilotes. Il peut parfois être intimidant de signaler des écarts, surtout lors d'un contrôle, à un commandant de bord beaucoup plus expérimenté, mais la capacité à s'affirmer est absolument cruciale dans ce métier. Signaler dès que quelque chose semble étrange ou incorrect est sans doute la tâche la plus essentielle pour un pilote, d'où son importance dans la formation et les contrôles, surtout au début. Quoi qu'il en soit, leur formation suggère que les pilotes du vol Kenya Airways 507 comprenaient un commandant assez autoritaire et arrogant, sujet à des défaillances de conscience situationnelle et de surveillance des instruments, avec un copilote débutant pas encore à l'aise pour s'exprimer dans le cockpit. Et cela va devenir très important très bientôt. En préparant le vol, les pilotes ont constaté que la météo à Douala, leur première destination, s'annonçait mauvaise. De nombreux orages étaient prévus pendant toute la période où ils allaient s'y trouver, mais avec des vents assez faibles et une visibilité correcte entre les orages. Cela aurait pu susciter de l'inquiétude, mais avec assez de carburant, cela ne devrait pas poser de problème. Les orages sont souvent temporaires par nature, donc à condition de pouvoir attendre suffisamment longtemps, ils pourraient probablement s'insérer et atterrir entre eux, et si cela n'était pas possible, eh bien, ils pourraient simplement se dérouter. Une fois la préparation avant-vol terminée, les pilotes se sont dirigés vers l'équipage de cabine et les ont informés des horaires de vol ainsi que des turbulences possibles que ces orages pourraient provoquer. Ensuite, ils sont sortis vers l'avion et ont commencé à le préparer pour le premier vol. L'avion qu'ils allaient piloter était un Boeing 737-800 relativement neuf qui avait été livré à Kenya Airways environ 7 mois avant le vol. Aucune panne technique n'avait été enregistrée dans le carnet technique, mais il y avait eu auparavant quelques problèmes avec le pilote automatique A. Cependant, ces problèmes particuliers n'avaient pas été constatés après la dernière révision de maintenance. Une fois l'inspection de sécurité terminée, l'équipage a commencé l'embarquement de leurs 55 passagers et, à 18h30 heure locale, l'avion a décollé normalement et a pris la direction de Douala. Le vol s'est bien passé et ils ont atterri à Douala à 22h01 heure locale, puis ont roulé vers une position près du poste Charlie Sept. Faute de signaleurs pour les guider, ils ont coupé les moteurs et attendu le camion de remorquage pour être placé correctement, ce qui a pris environ 20 minutes. Et après cela, les passagers qui descendaient ont été autorisés à débarquer. Avant de continuer à expliquer toute la séquence de l'accident, voici un court message de mon sponsor qui m'aide ainsi que mon équipe à créer ces vidéos. Avec une grande partie de notre vie personnelle et professionnelle qui se déroule en ligne, je pense qu'il est essentiel d'utiliser un VPN rapide et fiable. Et c'est particulièrement vrai si vous partez à l'étranger et le sponsor d'aujourd'hui, NordVPN, est un excellent choix pour les voyageurs. NordVPN peut vous aider à trouver des offres avantageuses en vous permettant d'accéder à des sites web et des plateformes de vente en ligne qui pourraient être bloqués ou restreints dans le pays où vous voyagez. Saviez-vous que certains sites de compagnies aériennes et de réservation adaptent leurs tarifs selon votre localisation? Eh bien, prenez Nord et voyez par vous-même en un seul clic. NordVPN vous offre la confidentialité et la sécurité en ligne, ce qui est particulièrement important lorsque vous effectuez des transactions financières comme la réservation d'un vol ou d'une chambre d'hôtel. Et avec cette application, vous aurez accès à plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents. Donc si vous allez sur nordvpn.com/pilot dès maintenant, vous bénéficierez d'une offre exclusive de 2 ans plus 1 mois entièrement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Téléchargez l'application et profitez dès maintenant de la liberté en ligne partout. Merci NordVPN. Poursuivons l'histoire. Pendant que les pilotes attendèrent le débarquement complet des passagers, le régulateur leur a remis un dossier de briefing avec les dernières informations météorologiques. Les prévisions météorologiques annonçaient toujours un temps assez mauvais pour le départ, avec des orages modérés prévus jusqu'au petit matin. Après avoir consulté la météo, le commandant a décidé d'être le pilote aux commandes pour le prochain vol, une décision judicieuse. Quand on vole dans des conditions météorologiques difficiles, il est courant que le commandant de bord pilote, surtout avec un copilote inexpérimenté comme ici. Les pilotes ont décidé d'embarquer 9500 kg de carburant, portant la quantité totale de carburant à bord à 14 200 kg, ce qui allait être suffisant pour leur long trajet vers Nairobi. Et une fois le ravitaillement terminé, ils ont commencé à embarquer tous leurs nouveaux passagers. Au total, 38 passagers ont débarqué à Douala et 91 passagers sont montés à bord, portant le nombre total de personnes à bord à 114, soit 108 passagers et 6 membres d'équipage.
Lors de la préparation du cockpit, le copilote a contacté la tour de Douala pour les dernières infos météo. Au début, une légère confusion a existé sur l'indicatif d'appel de l'avion, mais une fois réglée, la tour a transmis au pilote les données météo. Température 27 degrés, Celsius, point de rosée 25, pression atmosphérique 1010 hectopascales, vent calme et piste 1-2 pour le décollage. Cela semblait être un temps plutôt agréable, donc le commandant a poursuivi le briefing du départ prévu, les débats, un écho, sans attirer davantage l'attention sur l'impact possible des conditions météorologiques. Une fois toute la préparation du cockpit terminée et la cabine prête, le copilote a de nouveau contacté la tour pour demander l'autorisation de mise en route des moteurs qu'ils ont reçus à 23h20. Juste après cet appel, un avion de la Royal Air Maroc a aussi contacté la tour pour demander une mise à jour météo en français. La raison pour laquelle ils ont demandé cette mise à jour était probablement qu'une averse de pluie modérée à forte venait de s'abattre sur l'aérodrome. Et elle est devenue si intense que les pilotes du vol 507 ont en fait rappelé la tour et demandé à retarder la mise en route des moteurs jusqu'à ce que l'orage soit passé. 17 minutes plus tard, à 23h54, les pilotes ont signalé à la tour qu'ils étaient prêts à redémarrer leur moteur, ce qui a été aussitôt approuvé. Il faut souligner que cette forte averse ayant traversé l'aérodrome aurait dû pousser le commandant à revoir son briefing de départ en y ajoutant des procédures de contingence pour le mauvais temps désormais évident autour de l'aéroport. Cela n'a pourtant jamais été fait. Au lieu de cela, les moteurs du vol 507 ont été démarrés conformément aux procédures d'exploitation standard et à 23h59, le copilote a demandé l'autorisation de rouler. Au lieu d'obtenir l'autorisation de rouler, la tour a demandé au vol 507 de rester en place et d'attendre. À ce moment, l'avion était stationné parallèlement à la piste, née vers le départ. Le commandant en a profité pour allumer son radar météo afin d'avoir une meilleure vue de la météo qui se trouvait devant eux. L'image qu'ils ont vue était très sombre. Il y avait beaucoup d'échos orageux dans la direction du départ, et le commandant de bord s'est exclamé « Ce truc bouge !» faisant probablement référence à l'un des orages juste devant eux, puis il a poursuivi « Il n'y a pas de passage ici ». Alors que les pilotes du vol 507 attendirent l'autorisation de rouler, l'avion de la Royal Air Maroc a redemandé en français une mise à jour météo. Et maintenant, un SPECI, c'est-à-dire un bulletin météorologique spécial, avait été émis pour l'aérodrome, indiquant une nette dégradation des conditions avec 800 mètres de visibilité et des orages modérés dans toutes les directions. Le bulletin météo étant diffusé uniquement en français, il est peu probable que les pilotes du vol 507 aient perçu la gravité de la situation. Cela a ensuite été considéré comme une grave erreur du contrôle aérien. Mais pour être tout à fait honnête, le fait qu'il y ait des orages modérés aux alentours et qu'il pleuvait fortement aurait été assez évident pour l'équipage, donc cette information SPECI n'aurait probablement pas changé la vie des pilotes de manière significative. Une minute plus tard, le vol 507 a été autorisé à rouler, à pénétrer sur la piste 1-2 puis à la remonter. Le copilote a répété l'autorisation, le nombre de personnes à bord et l'autonomie de l'avion, soit 5h45. Pendant le trajet vers la piste, le copilote a exprimé quelques inquiétudes concernant la météo autour d'eux et il a également laissé entendre qu'il trouvait que les procédures étaient un peu précipitées. Le commandant de bord l'a rassuré, mais il l'a fait d'une manière légèrement condescendante, en se moquant de lui au moins 2 fois. Cela reflète l'attitude déjà montrée par le commandant plus tôt dans sa carrière, ce qui aurait sans doute encore moins encouragé le copilote à s'exprimer. Alors que l'avion était en train de remonter la piste, le contrôleur aérien les a appelés pour leur donner leur autorisation de départ et il leur a également demandé de le rappeler lorsqu'ils seraient prêts pour le départ. Le copilote a répété l'autorisation et qu'il rappellerait une fois prêt. À ce moment-là, l'équipage de cabine a appelé le cockpit et leur a indiqué qu'ils étaient prêts pour le départ, ce qui a poussé le copilote à faire une annonce rapide aux passagers en insistant sur la nécessité de vérifier qu'ils avaient bien attaché leur ceinture de sécurité et il a également demandé à l'équipage de cabine de s'asseoir pour le départ. Le commandant de bord et le copilote avaient activé le radar météo sur les écrans de navigation. Pendant que l'avion faisait demi-tour sur la piste, le commandant étudiait l'image pour voir s'il pouvait décoller en sécurité. Jusqu'à présent, le copilote effectuait la plupart des tâches dans le cockpit, y compris la checklist avant décollage, normalement du ressort du commandant de bord. Cela pourrait être dû au fait que le commandant de bord était concentré sur la situation météorologique dans laquelle il se trouvait, ou cela pourrait également indiquer un manque général de discipline dans le cockpit de la part du commandant de bord.
Le commandant a soudain repris la radio au copilote et demandé aux contrôleurs s'ils pouvaient modifier leur autorisation pour maintenir un cap légèrement à gauche du cap de piste après le décollage afin d'éviter une zone de mauvais temps. Le copilote l'a corrigé. « Non, à droite !» Et le commandant a repris « Oh pardon, légèrement à droite, approuvé par la tour. » Après cela, le commandant de bord a immédiatement commencé à avancer les manettes de poussée jusqu'à 40% et, une fois atteint, il a annoncé « Stable, N1, Toga », a appuyé sur les boutons Toga, puis a entamé la course au décollage. Quelqu'un a-t-il remarqué ce qui manque à ce moment? Oui. Vous vous souvenez comment le contrôleur leur a demandé de le rappeler quand ils seraient prêts? Eh bien, cela n'a jamais été fait, probablement parce que le commandant de bord avait repris la radio au copilote, perturbant ainsi le flux normal de communication, et cela signifiait que l'avion était maintenant en train de décoller sans autorisation de décollage, ce qui constitue une violation majeure des procédures. Quoi qu'il en soit, la course au décollage s'est déroulée normalement, et 6 minutes après minuit, l'avion a décollé et a commencé à monter dans la nuit orageuse. Après le décollage, le train d'atterrissage a été rentré et l'avion a aussitôt commencé un léger roulis à droite. Le commandant de bord a facilement compensé en appliquant un peu d'aileron à gauche pour garder l'avion en montée dans l'axe. Cette légère tendance au roulis venait sans doute d'une compensation de gouverne de direction à droite restée du vol précédent. De plus, les avions ne sont pas parfaitement symétriques à 100%, donc de très légères tendances au roulis existent sur presque tous les avions et cela n'aurait eu aucune importance sans ce qui allait se passer ensuite. Lorsque l'avion a dépassé 1000 pieds en montée, toutes les actions du commandant sur le manche se sont soudainement arrêtées. Au même moment, le commandant annonça « sélection du cap » et le copilote confirma que le mode latéral de sélection de cap était bien actif. Le commandant de bord avait alors totalement lâché les commandes. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Nous ne pouvons pas en être certains, mais il était sans doute concentré sur la planification du trajet de l'avion pour naviguer entre les nuages orageux. 1000 pieds est l'altitude où nous activons généralement le pilote automatique. Il se peut qu'il ait tenté d'appuyer sur le bouton alors qu'il exerçait encore une légère pression sur le manche, empêchant ainsi l'activation du pilote automatique. J'ai en fait déjà vu cela se produire dans la vie réelle et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si important de toujours suivre la procédure. Sélectionner, vérifier et annoncer chaque fois qu'une sélection est effectuée. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que nous sélectionnons d'abord le mode ou l'action que nous voulons, puis nous devons vérifier visuellement sur l'annonceur des modes de vol que le mode s'est bien engagé, et seulement après cela, nous pouvons l'annoncer. Mais n'y a-t-il pas d'avertissement pour signaler que le pilote automatique n'est pas activé? Si, il y en a un, mais cet avertissement ne s'active que si le pilote automatique est déconnecté, et dans ce cas, il n'a jamais été connecté au départ. Dans tous les cas, après cela, plus personne ne contrôlait l'avion, ni les pilotes, ni le pilote automatique. Il volait littéralement tout seul. Le commandant de bord regardait très probablement à l'extérieur et sur le radar météo, et il a maintenant commencé à tourner le sélecteur de cap sur le panneau de contrôle de mode, en l'éloignant de l'axe de la piste vers la droite, exactement comme ils avaient prévu de le faire. Il a choisi 132 degrés, et vous vous souvenez de la légère inclinaison à droite mentionnée plus tôt? Eh bien, maintenant qu'il n'y avait plus personne pour tenir le manche à balai et compenser cette tendance, l'avion a commencé à s'incliner lentement vers la droite et cela a probablement été interprété à tort par le commandant de bord comme l'autopilote faisant son travail en tournant vers le cap qu'il avait sélectionné. Il est probable qu'aucun des pilotes ne surveillait attentivement ces instruments à ce moment-là, car si l'un d'eux avait regardé les indications de mode de vol et juste en dessous, il aurait vu que l'avion volait toujours en mode FD, c'est-à-dire Flight Director, et non en mode CMD, c'est-à-dire en commande, comme cela aurait dû être affiché si l'autopilote avait été engagé. Le commandant a alors déclaré « Je vais rester par là », évoquant sans doute la trajectoire prévue entre les nuages orageux. Il a ensuite déplacé le sélecteur de cap encore plus à droite, sur un cap de 139 degrés, ce qui a fait tourner davantage vers la droite les barres de commande magenta du directeur de vol sur son écran principal de vol, lui indiquant comment effectuer le virage. Et cela aurait déjà dû lui mettre la puce à l'oreille que quelque chose n'allait pas, car lorsque le pilote automatique est engagé, il suit toujours exactement les indications du directeur de vol. Il ne quitte jamais le centre des barres de commande.
Mais dans ce cas, puisque l'avion augmentait lentement son inclinaison vers la droite, les barres de commande auraient indiqué qu'il fallait tourner encore plus à droite, car l'avion n'était incliné que d'environ 6 degrés et non des 25 à 30 degrés habituels. Après avoir dépassé 1500 pieds en montée, l'automanette a réduit la poussée de décollage à celle de montée, ce qu'a annoncé le copilote. L'avion penchait d'environ 11 degrés à droite et la vitesse augmentait tandis que le nez s'abaissait lentement. Cette hausse de vitesse aurait déclenché le système de compensation en vitesse de l'avion, conçu pour activer les roues de trim si les pilotes n'ajustent pas la compensation selon certains paramètres de vitesse et de temps. Le déclenchement de la compensation automatique a sans doute conforté le commandant de bord dans l'idée que le pilote automatique était activé, ce qui n'était pas le cas. Comme ils allaient maintenant dépasser le cap sélectionné de 139 degrés, les barres de commande du directeur de vol ont commencé à indiquer qu'un roulis à gauche était nécessaire pour maintenir ce cap, mais aucun des pilotes n'a remarqué ce changement d'indication. Le commandant de bord a simplement annoncé « commande activée », signalant l'activation du pilote automatique. À ce moment, l'avion volait sans intervention depuis environ 18 secondes et, bien qu'il l'ait annoncé, le pilote automatique n'était pas encore engagé. Il s'agissait peut-être d'une annonce tardive de ce qu'il pensait avoir fait. Comme je l'ai dit précédemment, la procédure sélectionnaire vérifiée et annoncée est essentielle. Il est tout aussi important que le pilote surveillant vérifie également la sélection après que le pilote en fonction l'a annoncé, et ceci en est un excellent exemple. L'avion a poursuivi son virage à droite incontrôlé, tandis que le copilote évoquait avec le commandant de bord la page à sélectionner sur le CDU du FMC. L'avion venait de dépasser 139 degrés de cap et poursuivait à droite, ce qui signifiait que les barres de commande du directeur de vol indiquaient désormais plein à gauche. Le commandant a déplacé le sélecteur de cap sur un cap de 120 degrés à gauche, mais l'avion continuait de rouler à droite, les barres de commande restant en déflexion maximale à gauche. Le fait qu'il n'ait pas remarqué que l'avion ne suivait pas son changement de cap suggère qu'il ne surveillait plus du tout ses instruments principaux à ce moment-là et que le copilote non plus, ou du moins il ne disait rien. Au lieu de cela, lorsque l'avion a dépassé 2400 pieds, le copilote a suggéré qu'ils devraient régler la pression standard sur leurs altimètres. Ils avaient l'autorisation de monter jusqu'à l'altitude de croisière du niveau de vol 370, donc ce n'était pas une mauvaise suggestion, mais encore une fois, ce changement de réglage de pression aurait dû être initié par le pilote en fonction et il n'y avait aucune urgence à le faire. Les volets étaient encore sortis et il restait beaucoup de travail avant la fin de la checklist après décollage. Donc, à ce moment-là, il aurait été bien plus important pour le copilote de surveiller ce que l'avion faisait réellement. Le commandant de bord a alors dit « Là, on entre dedans », parlant sûrement des orages et d'une hausse probable de la turbulence et des précipitations. Le copilote a répondu « D'accord », puis il a demandé « Je continue avec le cap », avant que le sélecteur de cap ne soit déplacé de 120 degrés à 165 degrés. Cela a peut-être été fait par le copilote pour aligner le cap et donc aussi les directeurs de vol avec ce que l'avion faisait réellement, mais bien sûr, nous ne pouvons pas en être certains. Quand le pilote automatique est activé, comme le pilote le croyait, seul le pilote en fonction doit modifier les valeurs sur le panneau de commande des modes. Donc, si le copilote voyait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il aurait dû le signaler plutôt que d'essayer de le corriger lui-même. À environ 2600 pieds, le commandant a demandé « Par ici, c'est bon, non ?» De toute évidence, il était toujours préoccupé par l'observation de son radar météo et essayait de trouver un passage à travers la tempête. Le copilote a répondu « D'accord ». Et 6 secondes plus tard, l'inclinaison à droite de l'avion avait augmenté jusqu'à 34 degrés et le commandant de bord a poussé une exclamation de surprise. Ceci a immédiatement été suivi par un angle d'inclinaison d'avertissement, puis le commandant de bord a repris les commandes pour tenter de corriger l'assiette de l'avion. Le problème, c'est que cette prise de conscience soudaine de la forte inclinaison latérale a dû le surprendre instantanément, car ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il a brusquement tourné le volant presque complètement vers la droite. Maintenant, ses instruments principaux auraient clairement indiqué que l'avion était déjà en virage à droite et à l'extérieur de son hublot, il n'y avait que des nuages d'orage et l'obscurité. Donc il n'aurait pas pu utiliser de repères extérieurs, à moins que ce qu'il ait vu dehors ne l'ait en fait troublé d'une manière ou d'une autre. Parfois, lorsque nous volons dans les nuages, un voile nuageux incliné peut donner l'illusion d'un horizon et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de se concentrer sur les instruments de l'avion.
Son absence prolongée de balayage des instruments et l'alarme d'inclinaison soudaine ont peut-être provoqué une réaction instinctive de surprise plutôt qu'une correction réfléchie. Quoi qu'il en soit, cette première action vers la droite a provoqué un roulis rapide de l'avion vers la droite, atteignant un angle d'inclinaison d'environ 50 degrés, ce qui correspond à un virage très prononcé. Le commandant de bord a ensuite alterné des actions à gauche et à droite, témoignant d'une confusion sur l'orientation de l'avion. Il a aussi mis du palonnier, ce qui ne se fait jamais dans un Boeing 737 en vol normal. Les virages étant coordonnés par l'amortisseur de lacet, utiliser la gouverne de direction était très inhabituel, montrant sa surprise et probable désorientation. Mais cela pourrait aussi indiquer qu'il a d'abord pensé qu'ils avaient un problème de commande de vol. La prochaine chose qui s'est produite, c'est que le pilote automatique a soudainement été engagé. À ce moment, le commandant de bord a sans doute vu qu'il n'était pas engagé et au lieu de stabiliser l'avion comme il aurait dû, il a juste appuyé sur le bouton. Quand le pilote automatique est activé et le mode cap choisi pour le roulis, il cherche généralement à maintenir l'avion en mode cap. Mais comme le pilote automatique était engagé avec le cap sélectionné complètement à côté et que les directeurs de vol indiquaient une commande de virage maximal à gauche, il n'a pas pu le faire. Le pilote automatique a alors activé le mode Control Wheel Steering Roll. Il s'agit d'un mode d'automatisation inférieur où l'avion continue essentiellement de maintenir l'inclinaison sélectionnée par le pilote. Cependant, il n'acceptera pas une inclinaison supérieure à 30 degrés. Donc, si le commandant de bord avait simplement laissé le pilote automatique tranquille, il aurait probablement stabilisé le virage et ramené l'avion de la situation de virage très prononcée dans laquelle il se trouvait. Mais au lieu de faire cela seulement 5 secondes après avoir enclenché le pilote automatique, le commandant de bord a de nouveau commencé à agir sur le volant et les pédales de gouverne de direction. Il a d'abord déplacé le volant vers la droite, puis vers la gauche, puis de nouveau vers la droite, tout en appliquant de fortes pressions sur la pédale de gouverne de direction droite. Maintenant, si un avion est engagé dans un virage serré à droite et que vous appuyez sur la pédale de gouverne de direction à droite, cela va provoquer un lacet vers la droite de l'avion. Mais comme l'avion est incliné, lorsque le lacet se produit, ce lacet va orienter le nez de l'avion vers le bas en direction du sol, ce qui est exactement ce qui s'est passé ici. Le commandant de bord a crié « On s'écrase !» tout en continuant à manipuler les commandes dans la panique totale. Le copilote a répondu « Oui, on s'écrase, oui !» alors que l'inclinaison atteignait maintenant 70 degrés et que l'avion commençait à plonger vers le sol. Le commandant de bord a continué à mettre du palonnier à droite, même s'il a fini par braquer le volant complètement vers la gauche. Cependant, l'angle d'inclinaison élevé et le fort appui sur le palonnier droit rendaient l'aileron gauche insuffisant pour corriger rapidement l'inclinaison. Le copilote, voyant sans doute le commandant désorienté, a commencé à donner des corrections. Mais hélas, il a dit « À droite, commandant !» À gauche, à gauche, à gauche, correction à gauche, ce qui a sans doute ajouté à une confusion déjà terrifiante. 7 minutes et 35 secondes après minuit, l'avion a atteint son angle de roulis maximal de 115 degrés vers la droite. Après, l'action à gauche sur le manche a commencé à agir et l'angle de roulis a diminué à 70 degrés, mais ils étaient alors à seulement 400 mètres du sol, le nez presque 50 degrés vers le bas. 7 secondes plus tard, soit 1 minute et 42 secondes après le début du vol, l'avion s'est écrasé dans la mangrove en contrebas à une vitesse de 270 nœuds avec une inclinaison de 48 degrés vers le bas. Les 114 personnes à bord ont toutes péri sur le coup lors de l'impact. Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé presque immédiatement, mais ont été entravées par les mauvaises conditions météorologiques et le terrain marécageux où l'accident s'était produit. Finalement, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation du poste de pilotage ont tous deux été retrouvés dans le cratère de 5 mètres de profondeur que l'avion avait créé dans la boue. L'enquête a finalement conclu que l'accident avait été causé par une perte de contrôle de l'équipage due à une désorientation spatiale après un long roulis lent, au cours duquel aucune surveillance des instruments n'a été effectuée, et en l'absence de repères visuels extérieurs en raison de l'obscurité et du temps nuageux. Un contrôle opérationnel insuffisant, une mauvaise coordination, une surveillance défaillante et une confusion dans l'utilisation du pilote automatique ont conduit à l'accident. L'équipe d'enquête a adressé plusieurs recommandations à la compagnie aérienne et aux autorités, la principale étant d'instaurer un programme de formation formalisé sur la prévention et la récupération en cas de perte de contrôle pour les pilotes de ligne.
Rappelez-vous, cela s'est produit en 2007, soit 2 ans avant l'accident du Colgan Air 3407 et de l'Air France 447, qui ont également souligné la nécessité de cette formation cruciale pour les pilotes. Tous les pilotes de ligne suivent ces modules de formation tous les 6 mois durant leur carrière. Je pense que cet accident rappelle également l'importance d'une bonne sélection des pilotes. Si vous envisagez de devenir pilote, avant de commencer toute formation de pilote, vous devriez passer un test d'aptitude au métier de pilote. Faites-le pour vous assurer de ne pas investir beaucoup dans une formation si vous ne réussissez pas le test de sélection d'une compagnie aérienne, mais aussi pour la sécurité de vos futurs passagers. Pour vérifier votre aptitude, je recommande vivement de consulter Airline Pilot Club. C'est une ressource gratuite qui propose un test indicatif ainsi que d'autres conseils et soutiens pour les futurs pilotes. J'ai mis le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, regardez cette vidéo que vous allez sûrement trouver vraiment intéressante ou enchaîner avec cette playlist. Si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons ici, mon équipe et moi, alors pensez à rejoindre ma superbe équipe sur Patreon. J'adorerais vous voir lors de ma prochaine rencontre en ligne. Vous pouvez aussi prendre du merch ou envoyer un super thanks, ça fait toujours super plaisir. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois.